Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier événement de la semaine de clôture du projet Objectif Bluestone. Le thème du webinaire d'aujourd'hui sera le chantier patrimonial comme support de formation et d'insertion. Je commence par me présenter. Je m'appelle Benoît Lemens, je suis chargé de projet pour l'Agence Wallonne du patrimoine et je travaille plus particulièrement au pôle de la Pierre qui se situe à Soigny et qui est l'un des deux centres de formation de l'Agence Wallonne du patrimoine, un centre de formation, comme son nom l'indique, dédié au métier de la pierre et qui rassemble la plupart des acteurs de la formation au métier de la pierre euh, en région Wallonne. Alors, le projet OBS, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premiers événements de cette semaine, est un projet qui a été développé dans le cadre du programme Interreg 5 France-Wallonie-Vlaanderen et qui visait à soutenir la filière pierre bleue. Et donc, au sein de l'Agence Wallonne du patrimoine, avec notre partenaire Réussir en Sambre-Avesnois, on a travaillé sur tout le volet formation du projet, avec un axe particulier parce que le projet Objectif Bluestone concernait toute la filière pierre bleue et nous, on a agi dans le volet de la formation avec un axe spécifique qui était l'axe du patrimoine. Au-delà de ce volet formation, le projet Objectif Bluestone s'est développé avec c'est financé par le Fonds européen de développement régional et c'était 7 acteurs français et wallons qui ont travaillé ensemble pour vraiment redynamiser, pour soutenir la filière pierre bleue. Alors aujourd'hui, on aurait aimé pouvoir faire différentes activités en présentiel et partager plus concrètement avec vous les résultats du travail qui a été accompli durant ces 4 années. Mais on ne peut pas vous rencontrer. Heureusement, on aura la chance aujourd'hui de partager avec vous 2 présentations, 2 personnes qui, par rapport à la thématique de notre volet, la formation, vont partager avec vous des expériences qui sont vraiment significatives et très intéressantes. On aura la chance d'entendre M. Delvigne, qui travaille sur le site de l'abbaye de Villers-la-Ville, où il est coordinateur de chantier, et il vous expliquera vraiment ce qui est mis en place à Villers-la-Ville en matière de formation. Ensuite, ce sera Monsieur Dufaux, Fabrice Dufaux, de l'association de l'Union Rempart, qui viendra nous parler des projets dans le domaine de la formation qui sont portés par l'Union Rempart. Alors, ça va vraiment se dérouler en 4 temps, la présentation. On va avoir ces 2 présentations. Ensuite, on va vous montrer une courte vidéo. C'est une vidéo synthèse qui fait un peu le bilan de toutes les actions qui ont été menées dans le cadre des actions de formation, dans le cadre du projet Objectif Bluestone. Et puis, vous aurez la chance, on vous enverra un petit lien dans le fil de conversation pour que vous puissiez faire une visite virtuelle d'une carrière de pierre bleue. Et à la fin de cette visite, vous pourrez découvrir l'atelier d'un artisan tailleur de pierre. Durant tout le webinaire, n'hésitez pas à intervenir. Dans le bas de votre écran, comme vous pouvez le voir sur le slide, vous avez un petit bouton où il est marqué Q et R, ça veut dire questions-réponses. Si vous cliquez là, vous pouvez nous poser vos questions et les personnes qui font la gestion du webinaire pourront relayer les questions aux intervenants. Voilà, je pense qu'il ne me reste plus qu'à donner la parole à M. Delvigne. Donc, je vous le rappelle, M. Delvigne travaille à l'abbaye de Villers-la-Ville. Il est coordinateur de chantier de formation et plus particulièrement, il est responsable d'un projet FSE, le projet Sculpte, qui est vraiment très, très intéressant. C'est une initiative, on va le voir, où le chantier patrimoine est un vrai support pour soutenir de l'insertion professionnelle. Voilà, je cède la parole à Alain Delvigne. Alain, tu peux lancer ta présentation et ton micro. Bonjour, voici donc le projet Sculpte. Projet Sculpte qui est fait à l'abbaye de Villers-la-Ville. Donc, vous voyez ici un petit domaine de 15 hectares. Donc, je crois que les stagiaires
que nous formons ont de quoi travailler. Le but des formations, ce n'est pas de remettre en état l'abbaye, je crois qu'il nous faudrait des siècles, mais c'est de leur apprendre un métier cordiste et en milieu patrimonial. Mais j'ai une petite réflexion à vous faire avant, c'est de vous dire, pour répondre à certains qui pensent que cordiste n'est pas un métier, je vous propose de vous pencher sur cette définition du mot métier. Un métier, c'est une activité humaine, le plus souvent à but lucratif. C'est aussi un savoir-faire, un acquis, lorsque le métier le permet. On exerce souvent un métier seul à la fois, mais celui-ci peut être plus ou moins spécialisé. Si la corde est effectivement un moyen d'accès, on ne peut s'empêcher de penser que le travail en hauteur est un métier à part entière. Qui plus est, oblige à apprendre d'autres métiers tels que la maçonnerie, la peinture, lavage de vitres, couvreur, les industries chimiques, partout, dans les carrières. Les ouvriers doivent être capables de travailler en sécurité, en équipe, sur des sites d'accès difficiles nécessitant la maîtrise technique de déplacement sur corde, et ils doivent également être capables d'effectuer la mise en sécurité d'un coéquipier en difficulté. Donc, vous voyez, le métier de cordiste, c'est un métier à part entière. C'est une formation qui est unique en Belgique. Nous avons plusieurs partenaires. On travaille avec le partenaire, le Forum. C'est le Forum qui nous fournit les stagiaires via leur réseau et via leur publicité qu'ils font. Et de temps en temps, nous travaillons aussi avec l'agence régionale, la MIR BOE. L'ambition du projet est de favoriser l'acquisition par un public éloigné du marché de l'emploi des compétences spécifiques, alliant entretien horticole et maintenance patrimoniale pour des formations pratiques organisées sur le site. Des formations pratiques sur le site, donc nous avons 2 formations par an qui est de longue durée, ce que nous appelons longue durée. Il y a 650 heures de formation. C'est aide ouvrier en milieu patrimonial. Aide ouvrier en milieu patrimonial, c'est-à-dire que on réapprend aux gens à respecter des ordres reçus, exécuter le travail, arriver à l'heure, la politesse, la tenue. Donc, on les remet sur le droit chemin pour retrouver un travail. Il y a aussi des formations spécialisées de courte durée qui sont l'aérogommage. L'aérogommage, c'est un moyen de nettoyer les pierres par gommage. Donc, certains de vous connaissent le sablage, mais ça abîme les pierres. Le sablage, ça enlève une partie des pierres. Tandis que l'aérogommage, ça se dit bien, on gomme les impuretés qui se trouvent sur les pierres et on leur redonne une nouvelle vie. Voilà, le public cible, c'est un public éloigné du marché de l'emploi, hein, donc vraiment toute personne en difficulté, qui n'ont même pas leur CEB, pour certains qui n'ont des difficultés à lire, à écrire. Ben, je veux dire que nous, on essaye de leur donner un coup de main comme on peut. C'est pas parce qu'ils ont été défavorisés de la vie qu'on ne peut pas de temps en temps aussi leur tendre la main. Et je trouve que le moyen le plus facile pour nous, c'est de leur apprendre à travailler. Comme ça, ils savent se débrouiller. S'ils savent se servir d'un travail, ben, ils feront vivre leur famille plus tard. On doit être fier des résultats que nous avons obtenus sur
de 2014 exactement, si vous voyez résultat 2014-2020, le projet FSE, c'est le portefeuille 2014-2020. Mais réellement, les formations à l'abbaye ont débuté en 2016 exactement. Et depuis 2016, nous avons eu 51 stagiaires en formation longue. Et sur ces 51 stagiaires-là, vous pouvez constater qu'il y en a 62% qui ont eu un travail, qui ont eu et qui ont encore. Il y a certains qui ont eu des CDD, d'autres ont eu des CDD et des CDI. Sur la formation, on leur donne une attestation d'être ouvriers polyvalents parce qu'ils voient un petit peu de tout. Ils aident le personnel chez nous, ils accompagnent le personnel. Et notre personnel, ben, bon, voilà, l'entretien d'un site tel que Villers-la-Ville, ça demande énormément de travail. Ils obtiennent sur leur formation une attestation, un brevet cariste, un brevet nacelle articulé, un brevet de monteur d'échafaudage roulant et le brevet, le VCA. Donc, c'est vraiment tous des petits brevets, des attestations qui leur sont utiles quand ils vont pouvoir aller postuler un emploi, car ils ont quand même quelques connaissances à leur main. Voilà. Donc, après, en 2019, enfin, il m'a fallu presque 2 ans pour créer la formation de cordiste, car je me suis renseigné dans plusieurs pays européens pour voir qu'est-ce qu'il existait sur le métier de cordiste. Et je vais dire que aussi bien en France, qui est le CUP, en Angleterre, qui est le brevet IRATA, il faut chaque fois être déjà actif dans le métier pour bénéficier de leur brevet. Il y a certaines sociétés qui apprennent directement à travailler sur corde à des gens, mais rien à faire quand vous avez un patron qui engage un ouvrier, c'est la production, il faut qu'il soit rentable, donc ça va très vite. Et moi, je ne voulais pas que l'on mette la vie en danger de certaines personnes en travaillant trop vite. Donc, c'est là qu'est né le projet Cordiste. C'est tout un projet qui est venu via le FSE, en somme, parce qu'ils ont demandé un jour que l'on trouve un projet de transnationalité. Et ça m'a permis de travailler sur le projet de formation cordiste, donc formation travail en hauteur. Le but, c'était de faire des vidéos du travail en hauteur et pouvoir être avec le numérique, travailler avec d'autres pays européens. Pour le moment, le projet est resté dans un tiroir, mais nous avons continué. Nous avons continué à penser et à construire la formation, travail en hauteur et en élargissant le travail, en leur apprenant pas à maçonner. On ne saurait pas faire un maçon en 650 heures, mais on leur apprend comment travailler la chaux, comment remplacer une pierre. Et entretenir, c'est plutôt de l'entretien de patrimoine. Bien entendu, dans tout patrimoine, il y a des arts, il y a on leur apprend le métier d'élagueur et des végétalisations, qui est vraiment le cancer des ruines, c'est les lierres. Hein. Donc, on leur apprend à faire cela. Toujours le partenaire, bon, ben, c'est le FSE, le Forum, le FEDER. Ça, c'est nos partenaires. Cordis, donc, c'est une formation qui a pour plusieurs objectifs. Hein. C'est d'évoluer en hauteur, dans des endroits inaccessibles.
Elle apprend aussi à une maîtrise technique de soi-même et d'autrui. C'est-à-dire qu'un cordiste ne travaille jamais seul. Il travaille toujours en équipe. Donc, c'est très intéressant parce que la sécurité est le point d'orgue numéro un. Dire si moi je suis en sécurité, est-ce que mon copain est en sécurité? Donc, voilà, c'est souvent des binômes. Donc, vous voyez que le métier de cordiste aussi peut aller en milieu urbain, comme il peut aller en milieu industriel. Donc, le métier de cordiste, ben, il y a pas longtemps que ça existe. Comme vous le voyez, il y a 2 décennies seulement. C'est des alpinistes, des spéologues de tout pays qui ont utilisé leur technique pour l'intervention dans des bâtiments quoi, et des travaux publics. Donc, l'ambition du projet est de favoriser l'apprentissage des compétences spécifiques, parce que c'est bien spécifique. Ici, vous avez 2 photos qui expliquent vraiment bien la spécificité de l'emploi. On voit qu'on peut travailler au-dessus de cours d'eau, dans des murs où le seul point d'accroche, c'est une corde pour faire des réparations, des fois qui sont très utiles. La formation, elle est travaillante, elle est unique. Avant, j'aurais pu dire que ce que nous avons créé à l'abbaye est unique en Europe. Mais ça aurait été trop pompeux de notre part de dire qu'on est les seuls, car d'autres pays font, mais à avec moins d'heures. C'est-à-dire que pour avoir un CUP en France de premier cordiste, je vais dire ainsi, ils mettent 80 heures de pratique. Nous, on met 90 jours. Parce que quelqu'un qui sort de l'abbaye en cordiste, je vais dire ainsi, il a toute la théorie et il a quand même plus ou moins 500 heures de pratique, mais il a toute la théorie d'un chef d'équipe, de pouvoir détecter les, allez, les petits problèmes quand ils montent, par exemple sur un bâtiment, et qui se rend compte qu'il y a des problèmes sur la toiture, qu'il y a des problèmes sur un zinc ou un coq qui est en train de tomber, il est capable de détecter les problèmes, de descendre, quand il redescend, de faire une analyse au directeur de l'établissement ou au chef de chantier. Donc, c'est très important de ça, quand on monte, de savoir détecter les autres problèmes qu'il y a. Et c'est ce que nous leur apprenons, quoi, une autonomie parfaite dans tous les travaux, toutes les circonstances qu'ils peuvent voir quand ils font la formation. Encore ici, une photographie de Bruxelles. Hein, donc, vous voyez. Ici, quelques photographies au sein de l'abbaye, où vous voyez que, bon, tout le temps, en leur apprenant leur métier, c'est de win-win pour nous, car on entretient le site, qui est, comme vous pouvez le constater, qui est couvert de lierre. Hein, voici d'autres photographies où vous voyez plusieurs intervenants. Vous voyez qu'ils réparent des pierres au bord de l'eau, qu'ils enlèvent les racines. L'instructeur, et comme vous pouvez voir, même la direction va sur les lieux pour se rendre compte comment ça se passe, quoi. Les résultats en 2019 sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires pour nous parce que nous avons eu 43 stagiaires en formation cordiste. Eh bien, nous, on est fiers de dire qu'on a 90% de remise à l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de voir que
pour ce que l'on s'applique à faire, on en a un retour, une satisfaction, quoi. C'est inconscient, c'est très bien. Voilà, je suis même euh, je suis tout drôle quand j'en parle de ça parce que ça me fait plaisir de voir que ben, 90% des gens, ben, ils font vivre leur famille, ils ont un boulot, ils ont un but. C'est magnifique, quoi. Donc, vous avez, ils obtiennent plusieurs brevets, hein, le brevet cordiste, une attestation de travail à la chaux, une attestation de dévégétalisation. Ils ont un brevet d'élagueur, un brevet cariste, brevet nacelle articulé, brevet de monteur d'échafaudage et un brevet VCA. Il y a dans les 90% de remises à l'emploi, il y a, je crois plus ou moins maintenant, 12% qui se sont mis en société, qui ont créé leur propre société et qui viennent chercher les stagiaires en fin de stage. Chez nous directement, ben, ils viennent rechercher 2, 3 cordistes, des fois pour travailler chez eux. Donc, vous voyez, à l'abbaye, on devient une famille presque. Alors, la programmation, la future programmation pour le FSE, qui sera en 2021-2027, ben, ils nous ont demandé d'augmenter. Normalement, nous avions 10 cordistes à la fois. Mais ici, maintenant, ils nous ont demandé de faire des groupes de 15 stagiaires parce que la demande est très grande dans ce emploi-là. Et nous allons lancer de nouvelles formations. C'est de métiers verts en horticulture, parc et jardin. Alors, il faut savoir qu'à l'abbaye, nous faisons à peu près plus de 20 000 plantations. Donc, nous cultivons plus de 20 000 plants de plantes pour nous. Et on s'est dit, tiens, comme nous avons un comité scientifique avec des profs de l'université de Liège et de Gembloux, qui ont créé un comité scientifique à Villers-la-Ville, parce qu'on a plusieurs jardins à thématique. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une formation. On en a discuté avec le Forum. Et ici, ben, ils sont partie prenante pour faire ce métier, cette formation-là. Donc, je vais dire qu'elle va commencer officiellement en 2021. Et il y aura aussi alors des formations plus spécifiques en aérogommage de 5 stagiaires et il y en aura 4 par an. C'est des formations qui peuvent durer 8 jours. Voilà. Donc, l'avenir, ben, la formation cordiste, ça, c'est un travail qui me tient à cœur, c'est la création d'un label. J'ai déjà contacté plusieurs sociétés belges et je dis bien belges parce que nous avons 2 sociétés wallonnes et 2 sociétés néerlandaises qui souhaitent créer un label de formation. C'est-à-dire qu'une personne qui vient passer son brevet à l'abbaye peut aller partout en Belgique. Mais on veut aller encore plus loin. On veut encore plus loin, donc c'est la création d'un label, mais bien spécifique et dans plusieurs secteurs, puisque maintenant on a le secteur éolien, on a le secteur toujours sous pylône. Donc, c'est des gens qui ont énormément besoin de personnes, mais ce sont toutes des sociétés européennes. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire l'objectif dans un second temps, c'est d'étendre ce label au niveau du Benelux et puis de le faire reconnaître au niveau européen. Lors d'une conférence de presse à l'abbaye, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la ministre Debou, qui
comprend mon point de vue et qui va nous aider à être en contact directement avec les bons ministres et les gens de l'Europe pour arriver à que en Belgique, on ait un label cordiste. Voilà. Voilà ce qui termine mon exposé. Si vous avez des questions, ben, je ne sais pas comment ça va, Benoît. Eh bien oui, Alain, merci beaucoup pour ton intervention. Eh bien, on a reçu déjà quelques questions. Donc, une première question qui est posée par Ariane Fratcourt, qui est directrice à la direction de la formation de l'Agence wallonne du patrimoine, qui pose la question: pourquoi exactement avoir choisi le métier de cordiste? Ben, pourquoi? Ben, c'est tout simple. Parce que si dans une abbaye, on devrait commencer à construire des échafaudages à gauche et à droite, ce serait plus visitable. Ça coûte une fortune. Donc, des fois, pour des petits travaux ponctuels, je trouve que l'idéal, ben, c'est le métier de cordiste. Souvenez-vous des... Bon, je suis utois. Je crois qu'il y a 29 ans que j'ai connu et que je connais encore un échafaudage autour de notre collégial. C'est monstrueux. Voilà, c'est plus visible. Tandis qu'à l'abbaye, il faut vous dire que malgré tout, quand on fait nos formations, ça reste ouvert au public et nous avons 150 000 personnes par an qui viennent à l'abbaye. Donc, voilà, ce serait monstrueux de leur mettre un échafaudage. Eh bien, merci pour la réponse. Une deuxième question, toujours d'Ariane Fratcourt, qui nous demande par qui sont délivrées les attestations et brevets. Les attestations et les brevets sont donnés par et l'abbaye, parce qu'on est reconnu par le Forem, et elles sont co-signées par le Forem, par le centre de formation du Forem. Si vous voulez, l'abbaye est devenue un pôle de formation du Forem. Nous avons une convention d'ailleurs avec le Forem. Eh bien, et là, on a encore une autre question, Alain, de Sébastien Ménil, responsable du pôle de la pierre. Ah, mon petit Sébastien. Bonjour Voilà, Sébastien. qui nous demande pourquoi ne pas proposer des modules de perfectionnement aux techniques patrimoniales. Les anciens participants semblent très demandeurs de se former aux autres techniques. Je crois savoir que certains diplômés chez nous ont été suivre des cours à la Paix-Dieu pour se perfectionner dans le métier de la chaux en mur sec. Je crois qu'il y en a au moins une dizaine de stagiaires qui ont été se perfectionner. Il est vrai que le taillage de pierre, ça pourrait être intéressant. J'en avais déjà parlé avec Sébastien et il est vrai qu'on pourrait essayer de mettre ça en route parce que je crois qu'il y a moyen de trouver une combinaison. Mais bon, c'est comme tout, quoi. On n'apprend pas à tailler la pierre en 15 jours ou en 3 semaines. Hein. Merci pour la réponse. On a encore une petite question de Sabine Piedboeuf de la Confédération Construction qui nous demande: avez-vous des contacts avec la Confédération Construction pour l'organisation des formations ou le développement de votre label? Ah, j'ai déjà écrit à la présidente de la chambre de construction qui est, j'ai oublié son nom maintenant, il va me revenir. Non, j'ai déjà pris des contacts avec le monde de la construction. Je sais bien que les formations Construform, qui est dans le milieu de la construction, sont déjà venus me voir pour essayer de trouver un arrangement pour envoyer des gens de chez eux pour se former chez nous, tout ça. Je veux dire, ça commence à bouger. Ça commence à bouger, mais c'est vrai que maintenant, ben, je suis en contact avec plusieurs sociétés
2 cordistes. Et voilà, on est vraiment au balbutiement du début, je veux dire ainsi, de faire un label. Parce que maintenant, avant, c'est moi qui téléphonais aux sociétés, maintenant, c'est les sociétés qui me téléphonent. Voilà, ça, c'est déjà un bon signe. Merci Alain. Ben oui, on voit qu'il y a pas mal de partenaires potentiels qui seraient intéressés de pouvoir créer de belles synergies autour du patrimoine. Un tout grand merci pour ton intervention. Maintenant, on va pouvoir écouter Fabrice Dufaux. Donc là, on repart en France. Fabrice Dufaux, comme je vous l'ai dit, est chargé de l'international pour l'Union Rempart. L'Union Rempart que beaucoup de gens connaissent pour les chantiers bénévoles. Mais dans le cadre de cette présentation, Monsieur Dufaux va vraiment pouvoir présenter toutes les activités de formation et le volet insertion des projets de l'Union Rempart. Donc voilà, Monsieur Dufaux, je vous transmets la parole. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci à l'Agence Wallonie du patrimoine et au Pôle de la Pierre, et puis à la région Hainaut, aux différents acteurs de ce projet Objectif Bluestone de penser à Rempart pour intervenir lors de ces séances de clôture. La présentation que je vais vous faire effectivement porte sur l'activité générale de l'Union Rempart, mais je vais quand même axer sur des points de formation, tout le volet inclusion sociale qui nous amène aussi à la question de l'insertion et qui est un sujet que nous travaillons beaucoup à Rempart. Et plus globalement, eh bien, on verra comment les chantiers, les stages techniques qui sont proposés par Rempart sont des entrées possibles vers des métiers du patrimoine. Alors pas forcément des métiers de la pierre, mais quand même beaucoup, et vers des métiers du patrimoine. Et puis comment tout ça finit par impacter socialement aussi les filières, permet de nourrir les filières, et puis permet aussi de tout simplement impacter sur le patrimoine et d'avoir des résultats très, très, très concrets. Donc je partage dès maintenant ma présentation. Voilà, donc qui vise à illustrer un petit peu ce sujet. Donc ma fonction à Rempart, c'est vrai que je suis délégué national chargé de l'international. Et du coup, bon voilà, j'ai une vision un petit peu globale, des problématiques qui se posent à notre réseau. Alors pour ceux qui connaissent pas Rempart, quand même, il faut rappeler que c'est une association qui se crée dans les années 60 en France et qui est pas, comment dire? Qui n'est pas, une structure nationale qui se crée d'emblée d'un point de vue national. C'est plutôt des initiatives locales, un petit peu comme celle de monsieur Delvigne, qui se fédèrent, en une union d'associations qui va grandir au fil des années, jusqu'à nos jours, pour rassembler 180 associations locales autour d'une philosophie qui vise à lier restauration du patrimoine et engagement citoyen. Et à partir de ce postulat de départ, qu'il est possible d'engager les citoyens dans la restauration du patrimoine, eh bien, on va décliner une quantité d'activités qui passent effectivement par l'activité internationale, mais qui passent par l'activité de formation, l'activité d'inclusion sociale, l'éducation au patrimoine pour les plus jeunes, bref, qui passe par une quantité d'activités. Alors, les objectifs principaux de Rempart, ils sont 3, au nombre de 3. D'abord, il y a, la réutilisation des sites patrimoniaux, la réutilisation de sites patrimoniaux pour les ouvrir au public, pour leur rendre un usage, auprès du grand public, les rendre, visitables, les rendre accessibles pour le tourisme aussi. Bref, c'est, faire du patrimoine, un lieu ouvert à tous. Ensuite, il y a, la promotion de l'engagement bénévole et de l'éducation populaire. L'idée que l'éducation populaire, je pense que c'est un concept qu'on partage aussi avec la Belgique, c'est cette idée que chacun, tout au long de la vie, quelle que soit, son origine et cetera, peut développer un savoir hors du cadre, de l'éducation, formelle. Et évidemment, les chantiers de bénévoles et le patrimoine, qui en est le support, eh bien, offrent un cadre tout à fait intéressant pour la mise en œuvre de l'éducation populaire. Et puis ensuite, il y a un objectif plus général, mais qui est
atteint chaque année avec un peu plus de personnes, c'est cette idée de développer une conscience patrimoniale dans la population. Rempart existe depuis 1966, on accueille des milliers de bénévoles chaque année sur les chantiers et au bout de 50 ans, ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont passées par un chantier, qui parfois en ont fait leur métier, qui parfois n'en ont pas fait leur métier, mais qui conservent dans leur esprit la mémoire de cette expérience, qui sont capables de la transmettre à d'autres, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs amis. Et tout ça, ça contribue à faire parler du patrimoine et à développer ce qu'on va appeler la conscience patrimoniale. Alors, voilà un petit peu la couverture nationale de Rempart. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'associations, je vous disais 180. Derrière chaque association, il y a un ou plusieurs sites patrimoniaux dont la diversité est très, très importante. On va avoir des châteaux, des églises, des villages dans leur ensemble. Parfois, on a simplement un élément du patrimoine rural, un lavoir, une chapelle, un moulin, et puis parfois on a un ensemble entier. Grosso modo, 80% des activités que nous conduisons se situent en zone rurale. Donc ça veut dire que les chantiers mis en œuvre par les associations et les associations Rempart de manière générale contribuent à l'animation des territoires ruraux. 75% des sites sur lesquels nous travaillons sont des sites protégés au sens du Code du patrimoine en France, qui est le code réglementaire qui rassemble à la fois la loi sur les monuments historiques, la loi sur les sites. Et donc, Rempart travaille dans 75% des cas sur des sites qui sont soit inscrits, soit classés. Et tout ça, évidemment, ça nécessite des compétences pour correspondre aux critères, au niveau de qualité qui est exigé pour intervenir sur ce type de bâtiment. Du coup, ça nous oblige aussi à travailler cette qualité de la restauration avec des techniciens, des animateurs de chantier qui souvent sont des compagnons, sont des gens du métier, décident de donner une partie de leur temps ou de consacrer une partie de leur activité professionnelle à la transmission de savoir-faire à un public néophyte et parfois un public un petit peu plus renseigné. Voilà, donc la transmission du patrimoine, elle s'opère à plusieurs niveaux. Donc on invite, nous, les personnes à vivre une expérience avec un site du patrimoine, que ce soit à l'occasion d'une activité pédagogique quand on est scolaire, d'une visite, avec ses parents ou sa famille sur les temps de vacances, d'un temps de chantier spécifique. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est ouvrir les sites et faire en sorte que, on leur donne un nouvel usage. C'est un petit peu ce que je vous disais dans les 3 objectifs de Rempart, c'est donner un nouvel usage au patrimoine. Et donc ça va passer par, des expositions, des festivals qui peuvent se mettre en place, des spectacles de manière tout à fait ponctuelle, des visites, et puis évidemment, les activités de formation. Plus globalement, puisqu'on touche un public quand même très important, on demande toujours aux personnes comment elles ont connu Rempart ou qu'est-ce qu'elles attendent de Rempart en amont de leur expérience de chantier. Et je crois que ce qui est vraiment important pour le public, qu'il soit garçon, fille, étranger, français, c'est toujours que 70% des bénévoles expriment l'envie de participer à un projet de restauration du patrimoine. Et 40% disent qu'ils souhaitent découvrir des savoir-faire. Donc c'est quand même assez rassurant pour nos associations, nos activités, nos centres de formation, etc. Parce que ça veut dire qu'il y a une attente qui est forte du public, qui ne se dément pas d'année en année. Et évidemment une attente que nous essayons de satisfaire à travers les activités que nous proposons. Et puis un niveau de satisfaction de l'expérience chantier qui est quand même assez important puisque 90% des participants des chantiers affirment avoir découvert un savoir-faire technique, et 30% disent que le chantier est une étape dans un parcours de formation. Ce premier chantier, cette première expérience avec le patrimoine vient au démarrage peut-être d'une démarche d'orientation vers un métier, vers un corps de métier qui va être complémentaire de la chaîne patrimoniale, on va dire, parce que finalement, la chaîne des métiers du patrimoine, c'est extrêmement vaste. On a des métiers techniques, on a des maçons, on a des charpentiers, on a des tailleurs de pierre, on a des maçons de pierre sèche, etc. On a toute une chaîne de métiers techniques. Et puis, on a aussi une chaîne de métiers
d'encadrement, on a l'architecture, on a la conservation. Bref, il y a toute une chaîne comme ça qu'il est important d'alimenter. Et nous, on considère que quel que soit le poste que l'on va occuper dans cette chaîne patrimoniale, que l'on soit l'architecte ou le conservateur d'un site, ou que l'on soit le maçon, le technicien ou le directeur d'association, eh bien, on pense que c'est important d'avoir ce lien matériel au patrimoine à travers l'expérience de chantier, parce que ça permet de découvrir les matériaux, ça permet de découvrir les outils, ça permet de découvrir et de rencontrer des artisans dont c'est le métier, donc de rencontrer aussi des parcours, des histoires professionnelles. Et tout ça, ça permet de faciliter et d'augmenter, je pense, la qualité du dialogue que tous ces acteurs de la chaîne patrimoniale vont pouvoir construire ensemble au cours d'un projet de restauration. Alors très, très brièvement sur l'international, juste pour vous dire que pour Rempart, la vision, du patrimoine, ce n'est pas qu'une affaire française évidemment. C'est quelque chose, c'est un concept que l'on partage partout dans le monde avec une quantité de partenaires, et nous on souhaite appuyer le développement de projets un petit peu partout pour accompagner la société civile, heu, qui souhaite s'engager au service des citoyens pour la sauvegarde du patrimoine, ce qui nous amène à agir dans une quantité de réseaux qui sont aussi des sources de projets pour le futur. Pour ce qui est de la transmission des savoir-faire, je vous dis donc on utilise le chantier comme un moyen d'entretenir et de sauvegarder les lieux, un moyen de les rendre, de les restituer au public, et puis pour nous, c'est la transmission du savoir-faire. Un petit peu comme monsieur Delvin qui utilise son édifice et son état actuel pour créer une formation, eh bien nous, on utilise nos sites pour être des supports de formation, parce que tout simplement, on est alors il y a parfois des sites qui nécessitent des travaux d'urgence, mais globalement, on a quand même le temps d'intervenir sur nos sites, et ça, c'est important parce que ça nous permet de mettre en œuvre une pédagogie du patrimoine. Nos sites ne se sont pas créés, en un jour, et on considère que, on peut du coup prendre le temps de les restaurer, de les remonter en fonction du projet de restauration, en dans le cadre d'une pédagogie du patrimoine qui nous permet de prendre le temps de, faire des choses, si nécessaire de recommencer. On n'a pas, une pression économique qui fait qu'on doit répondre à la commande d'un bailleur qui, au bout de 2 ans, veut telle ou telle chose. Nous, nos associations, elles ont un lien durable avec les sites sur lesquels elles interviennent, soit au travers d'une convention d'occupation lorsqu'elles, travaillent pour le compte d'une collectivité, que la collectivité met à disposition le site, soit pour qu'elles soient en contrat avec un propriétaire privé dans le cadre d'un bail de longue durée. Ce qui nous permet d'intervenir sur 18 ans, 30 ans, 90 ans. Et donc on a des associations comme ça dans le réseau qui interviennent depuis 50 ans sur leur site, et ça nous va bien parce que, nous, ça nous permet de former régulièrement des personnes, de leur faire découvrir un site, un projet, et puis ça nous permet de distiller cette fameuse pédagogie du patrimoine. Voilà quelques images encore de ces fameux, stages techniques que l'on peut proposer. Alors, chaque année, il y a, allez, on va dire, une petite centaine de stages techniques qui sont proposés dans le réseau, que ce soit, autour de la charpente, de la ferronnerie. Alors il y a des métiers, il y a des gros œuvres, il y a des, comment dire, des métiers du gros œuvre, et puis il y a des métiers du second œuvre. Donc ça permet de découvrir aussi, différents corps de métiers qui sont utiles à la restauration du patrimoine, et toujours, que ce soit le cadre du chantier ou le cadre du stage technique, toujours le travail qui est réalisé par les bénévoles, comme exercice, de la formation, comme, support de la pédagogie, eh bien toujours ce travail, le résultat de ce travail va venir, alimenter le site sur lequel on travaille, et donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est surtout très gratifiant pour les personnes qui, ont passé, 1 semaine ou 2 semaines à tailler, certains blocs, et qui, à l'issue des 2 semaines, vont pouvoir les poser, sur l'édifice, dans le cadre duquel elles ont passé, 2 semaines. Donc c'est très gratifiant, très, très gratifiant pour les personnes. Et effectivement, donc là, on glisse sur cette idée de l'inclusion sociale et d'éducation au patrimoine. Alors, au-delà de tous les scolaires qui viennent chaque année et qui sont à peu près 20 000 pour passer une journée ou plusieurs journées sur un site du patrimoine et qui sont accueillis par une association Rempart, eh bien, il y a aussi, des, chantiers avec une dimension plus, sociale, où l'idée est d'amener des personnes, vers un retour à l'emploi, que ce soit, hem,
vers quelque chose qui touche au patrimoine ou vers un autre métier. Mais le patrimoine, pendant un contrat à durée déterminée d'insertion, va devenir le support, le cadre structurant qui permet aux personnes de reprendre un réflexe d'horaire, d'équipe, d'interaction avec un encadrement, avec un environnement de travail, et cetera. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un petit peu les publics proches de ceux avec lesquels, monsieur Delvin peut travailler sur son site. Hem, voilà, et je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, ce volet patrimoine et patrimoine à insertion à Rempart, il est important. Alors, il s'incarne à travers plusieurs actions et notamment un projet qui se déroule depuis 10 ans, et qui est le projet Action Patrimoine et Lien social. C'est un projet, qui au départ était pilote et puis qui essaime depuis 10 ans sur tout le territoire national à travers nos associations Rempart et qui visait à proposer aux jeunes les plus éloignés de la culture, pour autant qui était dans une démarche de formation, de réorientation, qui était, sans emploi, leur proposer de découvrir le patrimoine et ses métiers à travers 3 étapes. Une première étape qui est une sensibilisation, donc une séance où on va dire qu'est-ce que c'est le patrimoine, qu'est-ce que ça signifie, comment ça se passe, qu'est-ce que ça recouvre comme notion. Une journée découverte où on invite les jeunes, qui le plus souvent sont des jeunes qui sont pris en charge par des missions locales ou des acteurs de l'insertion professionnelle sur les territoires, leur proposer une journée découverte où ils vont passer une journée sur un site, donc premier contact avec le patrimoine, avec des artisans, des techniciens remparts sur place, qui vont leur proposer, sur des temps courts, 2-3 heures, de découvrir un corps de métier. On prend un repas ensemble, donc il y a une cohésion de la journée qui s'opère et qui est très, très sympa. Et pour tous ceux qui le souhaitent, à l'issue de cette, journée de découverte sur un site rempart, eh bien, on va leur proposer de participer à un chantier, au cours du printemps ou de l'été qui va suivre, pendant 2 semaines. Et à l'issue de ce chantier qui aura été choisi en concertation avec les jeunes, leurs, leurs éducateurs ou leurs accompagnants, sociaux, eh bien, on va pouvoir, valider cette participation à travers la remise d'un livret de compétences qui est toujours un moment assez fort pour les jeunes, puisque c'est un petit moment un peu solennel où on va reconnaître à la fois, la découverte technique qu'ils ont pu avoir. Alors, on est sur encore une fois, on est sur une découverte, on est sur une première approche de métier, hein. On n'est pas sur de la formation qualifiante et certifiante. Mais c'est extrêmement gratifiant de pouvoir se dire: «Ben voilà, j'ai découvert, comment faire un mortier, comment, poser mes pierres, poser un lit de mortier», et cetera. Donc il y a des connaissances techniques qui sont reconnues dans ce livret de compétences. Et puis il y a aussi tous les savoir-être, toutes ces, toutes ces qualités qui sont aussi, qui permettent aux jeunes de reprendre confiance en eux, de se projeter aussi dans un environnement professionnel, dans une recherche d'emploi. Et c'est quelque chose que l'on souhaite valoriser. Et donc c'est un projet qui a beaucoup de succès. En termes de chiffres, alors là, je vous montre une carte de France qui montre un petit peu tous les partenariats qui peuvent se créer. J'ai pas fait de zoom sur la région Île-de-France, mais il y a aussi énormément de partenariats, sur l'Île-de-France qui se sont montés grâce à ce dispositif. Donc c'est un volet patrimoine et insertion qui est source de partenariats très important pour Empare, et surtout, bah, d'impact auprès des jeunes, puisque on est sur, on va dire, à peu près 500 jeunes qui sont touchés chaque année par les séances de sensibilisation. On en a, 300 à peu près qui viennent sur les journées de découverte et une bonne centaine qui participent ensuite, au chantier. Et parmi cette centaine de jeunes, bah, il y en a forcément qui vont décider, de faire un travail, de s'orienter vers un métier du patrimoine bâti. Et puis on sait que c'est une filière qui est en demande, et donc nous, on est très heureux de pouvoir proposer à des jeunes de faire ça. Là, je mentionne pas ce projet, mais puisqu'on est sur des projets européens et qu'on est, ici dans le cadre d'un projet, Interreg, pendant 10 ans, entre 2000 et 2010, Rempart a aussi été un acteur important en France de mise en œuvre de projets Equal qui portaient sur l'égalité, hommes-femmes dans les métiers du bâtiment et aussi la promotion des métiers du bâtiment aux publics les plus éloignés, du patrimoine et de ce type d'orientation. Et du coup, finalement, le volet patrimoine et insertion, bah, c'est aussi quelque chose qui a découlé de cette démarche qu'on avait mise en place hem, dans les années 2000 autour de l'accès à tous de ces métiers.
Et puis alors au-delà de cette action d'insertion, eh bien, il y a aussi, des ateliers chantiers d'insertion, qui sont portés par des associations remparts, et qui emploient à peu près chaque année 80 salariés. Donc on amène 80 salariés avec des taux de réussite à l'issue de ces temps d'ateliers chantiers d'insertion qui peuvent durer jusqu'à, 1 an et demi. Eh bien, un taux de réussite et de retour à l'emploi qui est quand même très élevé. On a jusqu'à 90 de retour à l'emploi, à l'issue du contrat d'insertion. Donc, on voit bien que le patrimoine est est un bon support pour travailler avec l'insertion des personnes. On est sur un support qui dure, qui est, gratifiant et qui est structurant pour les bénéficiaires. Voilà encore un petit peu des données. Alors si on ramène le public qui est touché par les journées de découverte, par les chantiers d'insertion, heu, les jeunes en difficulté, les demandeurs d'asile, parce que Rempart aussi fait tout un travail. L'insertion, c'est un secteur qui est quand même très, très vaste et on travaille aussi avec toutes les structures, en région qui s'occupent de, l'accueil et de, l'hébergement des demandeurs d'asile. Vous savez qu'en France, on a accueilli beaucoup de réfugiés dans le cadre de la crise migratoire et ces personnes qui sont en attente de documents administratifs parfois ou d'un statut de leur démarche, ne peuvent pas, travailler à proprement parler et nous, on considère que le chantier de bénévoles et les stages qu'on propose peuvent être des temps, intéressant pour ces personnes, pour, entrer en contact avec notre public, pour faire quelque chose d'utile et gratifiant pour elles-mêmes, et pourquoi pas découvrir un métier. Donc on a des partenariats avec des structures d'accueil, des réfugiés qui se mettent en place et qui donnent de bons résultats et on a accueilli par exemple sur l'année 2019, je vais me baser plutôt sur les chiffres de 2019, c'est plus simple, mais on a accueilli une centaine de réfugiés, sur nos chantiers et cette population de personnes réfugiées apporte aussi un enrichissement, social très, très fort à nos chantiers, puisqu'ils, ils viennent avec leur culture et ils viennent souvent de très nombreux pays puisqu'on accueille 30 nationalités, en plus du public international des chantiers habituels. Donc, vous voyez qu'on essaie d'agir sur l'inclusion sociale et un petit peu à tous les niveaux, en pensant encore une fois que le patrimoine est un bon support, pour la formation des personnes. Pour, ce secteur de la formation, en fait, ça s'arrête pas, à l'inclusion sociale, et ça s'arrête pas non plus hem, aux formations, les plus techniques, mais on a aussi des partenariats avec les universités d'architecture et de la construction à travers des accueils qui se font soit, de manière individuelle sur des chantiers et là, les jeunes architectes viennent valider des stages dans le cadre de nos projets, soit des accueils spécifiques qui sont montés spécifiquement avec les universités et avec les écoles pour offrir, un terrain d'études pendant 1 semaine à 2 semaines à des groupes constitués dans le cadre d'un projet pédagogique universitaire et c'est par exemple ce qu'on peut faire avec l'École supérieure des travaux publics, hem, l'École supérieure des constructions et travaux publics, des conduites de travaux dont on a plusieurs antennes en France. Donc c'est des choses qui vont monter en puissance au cours de l'année 2021 notamment. Et puis ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que, le secteur de la formation et notamment de la formation universitaire valorise la participation à un chantier, non seulement par rapport aux, savoir-faire techniques qui sont découverts et qui peuvent coller directement à un cursus, thématique, mais aussi parce que le chantier, et de plus en plus ces soft skills, ces compétences, que l'université recherche ou que les employeurs recherchent, à savoir les savoir-être, tout ce qui consiste à pouvoir se positionner dans un environnement social riche et cetera. Tout cela est quelque chose que l'on peut aussi acquérir et cultiver à travers le chantier et donc de plus en plus, les universités valorisent la participation à un chantier et proposent l'obtention de, crédits européens, ces fameux, ECTS, European Credit Transfer System, qui permet d'obtenir des points qui sont valables pour valider son diplôme de master ou de bachelor, de licence, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, dans le cadre du processus de Bologne, d'harmonisation des diplômes universitaires, en Europe. Donc, c'est important. Je pense qu'il faut le dire aussi aux jeunes. Faut qu'ils sachent que le chantier patrimoine, beh, ça peut être aussi dans le cadre de leur formation qui n'a pas forcément un lien avec le patrimoine, mais ça peut être un moyen d'obtenir des points et de valider le diplôme. Hem
Alors, quelques dernières images sur les impacts de Rempart, en fait. Sur quoi on impacte? Évidemment, on impacte sur le patrimoine. Depuis 50 ans, ce sont des centaines de sites qui ont été restaurés. On estime qu'on a à peu près 700 sites qui sont restaurés. C'est des savoir-faire préservés, des sites qui sont mieux connus, mieux partagés parce que rendus vivants et accessibles par des associations locales. Ce sont des vocations créer chez les jeunes des fenêtres ouvertes sur des secteurs qui sont parfois méconnus, et puis des filières métiers qui sont soutenues par des projets de restauration et les jeunes qu'on va pouvoir diriger vers elles. Ça, c'est pour l'impact patrimonial. Et pour l'impact social, Rempart, c'est 10 000 citoyens qui sont engagés localement dans les associations membres chaque année. C'est un cadre d'engagement pour des centaines de jeunes, donc c'est ces fameux 3 000 à 3 500 ou 4 000 personnes qui viennent chaque année sur les chantiers. C'est des partenaires sociaux qui permettent justement de travailler ces questions d'orientation, d'utilité à travers le temps donné, le temps offert, le volontariat, mais aussi de futurs métiers auprès des jeunes. Et puis, c'est l'action patrimoniale et lien social avec toutes ces structures partenaires, ces 500 jeunes touchés chaque année. Voilà. Donc l'impact social est très, très, très important. Et bah, nous, on espère que toutes ces personnes qui passent par Rempart à un moment dans leur vie, que ce soit à travers une journée découverte, que ce soit à travers une classe patrimoine avec son école quand on est petit, qu'on a 8-10 ans, que ce soit à travers un temps de chantier d'insertion parce qu'on a eu besoin de ce dispositif-là à un moment dans sa vie pour reprendre pied et démarrer d'une meilleure manière. Et bien, on espère que tout cela contribue à faire en sorte que les gens vivent une expérience forte avec le patrimoine. Et c'est un petit peu tout cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Un tout grand merci, Monsieur Dufaux, pour cette présentation qui était très intéressante et qui a suscité quelques questions. La première, plusieurs participants se posaient la question de l'aspect financier du chantier, comment ils sont financés, quels sont les frais pris en charge pour les participants et que doivent éventuellement payer les participants. Alors, il y a selon le cadre dans lequel on participe à un chantier, il y a plusieurs dispositifs possibles. Alors lorsque nos associations et l'Union de manière générale, l'Union Rempart finance les activités de chantier à travers, il y a des financements publics, des financements locaux qui peuvent être accessibles auprès des collectivités parce qu'une collectivité souhaite soutenir l'activité de chantier ou le projet de restauration. Il y a des financements qui viennent de la part des directions régionales de la jeunesse et de la cohésion sociale qui vont décider d'accompagner le chantier parce qu'ils considèrent justement les impacts sociaux que je viens de lister. Ils considèrent que c'est favorable à la population du territoire et donc du coup, ils souhaitent accompagner le projet. Ensuite, il y a les directions régionales de la culture qui peuvent accompagner les projets financièrement parce qu'on intervient sur un patrimoine qui est classé ou qui est protégé. Et à ce titre, la protection monument historique va nous permettre d'obtenir des financements. Et puis, il y a parfois également du mécénat, qui peut être un mécénat local ou un mécénat national, via la Fondation du patrimoine, mais aussi d'autres mécènes qui peuvent financer des projets spécifiques comme l'action patrimoniale et sociale qui est financée par la Fondation Bettencourt ou la Fondation Hermès, bref, des fondations qui s'intéressent à la question de l'inclusion sociale et de la transmission des savoir-faire. Donc ça va permettre de financer et de cofinancer les actions et aussi de lever les freins financiers pour ceux et celles pour qui ça pose problème. Participer à un chantier de 2 semaines en France, ça va coûter aux personnes qui participent à peu près 120, 130 € pour 2 semaines. Vous êtes nourri, vous êtes logé, vous êtes accompagné pendant les 2 semaines. Mais pour des jeunes, ça représente encore trop d'argent. Et c'est pour cette raison que le programme Patrimoine et Lien Social met à disposition des bourses de mobilité qui vont agir aussi bien sur le coût de participation, les montants de participation du chantier, que sur la mobilité du jeune qui va devoir se déplacer de sa région vers une autre région, car souvent le chantier, c'est aussi une découverte de la mobilité pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer loin de chez elles, même dans la région dans laquelle elles habitent. Donc, on essaie de lever ce frein-là par des bourses de mobilité. Voilà principalement comment on fonctionne pour faire de ce projet-là un projet ouvert à tous. Merci pour ces précisions. On a d'autres questions qui portent plus
sans doute sur la qualité d'exécution des chantiers, ce que ça va apporter aux participants. La question était de se dire qui valide finalement les restaurations effectuées et quels sont les liens avec les responsables du patrimoine en France. Alors, pour tous les projets, donc je vous disais, on a 80, à peu près 80% des sites gérés par des associations remparts sont des sites protégés au titre du Code du patrimoine, qui sont soit inscrits monuments historiques, soit classés monuments historiques. Selon le niveau de protection, le parcours de décision et de validation des travaux est un petit peu différent, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On a une association qui est en responsabilité sur le site, qui dessine un projet de restauration et un programme de travaux à effectuer sur l'année et souvent sur un plan de gestion qui va durer sur plusieurs années, où on imagine, on se projette dans l'histoire du site et dans ce qu'on veut en faire. Et tout ça est validé et soumis à l'approbation d'un architecte du patrimoine, validé par les directions régionales des affaires culturelles. Et c'est comme ça que le projet est exécuté. Donc évidemment, il y a un contrôle a priori, a posteriori, avec les maîtres d'œuvre locaux. Et donc, nous, les encadrants techniques des chantiers sont toujours des maçons du patrimoine, des personnes qui ont une compétence technique, parfois des compagnons, selon le corps de métier, toujours des personnes qui vont garantir la bonne exécution des travaux. Et surtout, encore une fois, tout cela se fait dans un temps qui n'est pas le temps d'un chantier du marché privé, on va dire, qui est un temps long, que l'on a choisi intentionnellement d'être long parce qu'on considère que c'est le temps de cette transmission du patrimoine. Et du coup, les objectifs techniques que l'on se donne sont disons, mis à l'échelle de cette volonté de prendre le temps. Voilà, ce qui nous permet aussi d'exécuter les choses de manière correcte et conforme. Et pour vous donner une idée, sur un chantier de 8 personnes, on a un encadrant technique purement qui passe tout son temps avec le groupe et un encadrant vide groupe qui va plutôt être là pour la cohésion de l'équipe et s'occuper on va dire, d'intendance générale. Le technicien, il est vraiment là pour s'assurer que les gestes sont exécutés dans de bonnes conditions de sécurité, de conformité par rapport aux travaux envisagés, et puis que tout simplement il y ait une uniformité du travail qui est accompli, et je crois que ça fonctionne très très bien. Eh bien, pour rebondir sur cette question, on nous pose aussi deux questions sur finalement qui forme les formateurs et voir s'il y avait des liens privilégiés. Vous avez dit que des compagnons intervenaient sur les chantiers, mais pour voir s'il y avait des liens plus structurels avec les compagnons du Devoir et du Tour de France. Alors on n'a pas pour parler des compagnons, on n'a pas véritablement de convention nationale établie avec l'une ou l'autre des branches compagnonniques. Pour autant, on se connaît mutuellement en tant qu'organisation nationale. Et ce qui est sûr, c'est que il y a une porosité, on va dire, une porosité entre les publics de nos organisations. Rempart est vraiment souvent à la base d'une démarche d'orientation des personnes. Et je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai croisées sur des chantiers qui sont devenus compagnons, mais qui, avant cette vocation-là, ont découvert leur vocation tout simplement à travers un chantier rempart. Donc on est vraiment au démarrage. Et quand je disais en introduction qu'on était sur le développement un des objectifs était aussi le développement d'une conscience patrimoniale dans la population, c'est qu'il faut que des opportunités comme celle de participer à un chantier de bénévoles existent pour déclencher des vocations. Parce que c'est un engagement minimum, on va dire, d'une semaine, de 2 semaines. Et donc, on est sur comment on va dire, un engagement léger, euh, mais qui permet de découvrir quelque chose en profondeur quand même. Et je crois que c'est essentiel, plutôt que de s'orienter d'emblée vers un CAP sans connaître rien du métier. Je crois que le chantier, c'est l'occasion rêvée de pouvoir avoir un premier contact avec les outils, avec la matière, avec un artisan qui va venir parler aussi de son métier, un petit peu sur le mode des artisans messagers, hein, qui peuvent exister et qui diffusent les savoir-faire de leur métier. Eh bien, Rempart offre un premier contact, un premier contact. Et la formation de nos techniciens, alors elle peut être très diverse, hein. Parfois elle vient justement ils viennent du secteur de la formation compagnon. Parfois c'est des formations beaucoup plus classiques. Mais en tout état de cause, les techniciens qui interviennent sur les chantiers sont des gens à 90% du métier. Merci.
Et donc, pour rebondir sur cette question des compétences, on a parlé du livret de compétences et de la manière dont il y avait toutes ces vocations qui pouvaient être déclenchées. Quelle est finalement cette valeur? Est-ce qu'il est reconnu, ce livret de compétences, pour de l'insertion socio-économique? Alors on n'a pas fait, valider, on va dire, on n'a pas, cherché à le faire, certifier ou c'est vraiment pour nous un dispositif qui est interne, bon, qui est reconnu par tous les partenaires qui sont impliqués. On a quand même, les missions locales par région, qui sont rassemblés, dans des réseaux et qui, reconnaissent en fait ce document, avec Rempart comme une base de travail, d'évaluation et d'auto-évaluation, parce que c'est aussi un document évaluation. On invite les jeunes à, prendre conscience par eux-mêmes de ce qu'ils ont pu découvrir et des apports de l'expérience de chantier. Donc on n'est pas encore sur une démarche certifiante ou qualifiante. C'est aussi sans doute parce que dans l'histoire de Rempart, on est sur, l'éducation populaire, cette fameuse éducation qui se passe hors des diplômes et hors du cadre formel, et peut-être que, on a encore une réticence à vouloir, sanctionner cette expérience par une forme de diplôme ou de document un petit peu officiel, mais peut-être qu'on y viendra. Et en tout état de cause, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui reçoivent ce livret de compétences et qui le signent, puisque c'est comme un engagement entre Rempart, le jeune et son accompagnateur, social, eh bien, on voit que c'est un temps fort et que c'est un moment de reconnaissance qui est important pour tous les parties prenantes. Eh bien, merci pour ces précisions. Une dernière question. On voit que ça a suscité de l'intérêt ici, en tout cas en Belgique. Il y a Sébastien Ménil, responsable du pôle de la Pierre, qui demande s'il y a des associations belges qui sont membres de Rempart. Alors, non, nous n'avons pas d'associations belges qui sont membres de Rempart. Pour autant, Rempart, alors c'est vrai qu'à l'étranger, on n'a pas de membres, on a des partenaires à l'étranger. On a des partenaires un petit peu partout en Europe qui sont souvent des associations qui ressemblent à nos associations locales, membres en France. Mais c'est vrai que dans son système de gouvernance, dans ses statuts, Rempart ne prévoit pas que l'on puisse adhérer en étant une structure étrangère. Mais les liens sont tellement forts généralement, que ça vaut quasiment, c'est une forme d'appartenance quoi, qui vaut quasiment adhésion. Et juste pour vous dire, en Belgique, on a travaillé principalement avec 2 structures, jusqu'à présent. Donc une structure qui travaille sur l'archéologie, qui s'appelle Archéologie et que, vous connaissez peut-être, à Barcy. Et puis une autre, très belle structure, là vous connaissez très bien puisqu'il s'agit du centre de la Pédieu, qui fait un travail de pédagogie et de diffusion des métiers qui est absolument fabuleux, sur des corps de métiers que nous n'avons pas, nous, sur nos chantiers. Et donc, pour moi, c'est toujours intéressant. Je me suis rendu à 2 reprises au moins au centre de la Pédieu. Et je sais, voilà, ce type de structure pour nous est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, le site d'Alain Delvigne est aussi pour moi tout à fait emblématique de ce que l'on fait à Rempart et de ce qui pourrait être une association Rempart. C'est typiquement le type de lieu où on choisit de cristalliser le bâtiment plutôt que de le restaurer de A à Z, où on choisit d'en faire un support de formation. C'est typiquement le type de lieu qui peuvent intégrer le mouvement Rempart en France. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vois que il y a pas mal de gens qui sont intéressés. On voit qu'il y a des chouettes dynamiques, il y a des envies de construire sans doute des ponts entre les différentes structures. En tout cas, Sébastien Ménil du pôle de la Pierre, vous posez cette question. Ben, c'est un peu le pendant de la Pédieu pour les métiers de la pierre, et vous êtes vraiment le bienvenu pour venir voir ce qui se fait au pôle de la Pierre et peut-être en profiter pour faire une balade chez Monsieur Alain Delvigne. En tout cas, je vous remercie pour vos interventions, Monsieur Delvigne et Monsieur Dufaux. Et je propose maintenant aux participants de découvrir une courte vidéo, cette courte vidéo du bilan finalement des différentes actions qui ont été menées en matière de formation durant ces 4 années du projet Objectif Bluestone.
Le Pôle de la Pierre, c'est un des 2 centres de formation de l'Agence Wallonne du Patrimoine. L'autre centre de formation se trouve en région liégeoise, à Amé, il s'agit de la Pédieu. Donc le centre de formation ici au métier de la pierre se trouve dans les bâtiments de l'ancienne grande carrière Oins, qui ont été restaurés notamment dans le cadre des fonds FEDER. Et c'est une nouvelle structure qui s'est ouverte en 2016, quelques jours avant le lancement officiel du projet Objectif Bluestone. Le projet OBS a d'abord permis d'effectuer un inventaire, un répertoire de toutes les formations en Wallonie et dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France notamment, pour vraiment avoir un répertoire complet de ce qui était proposé. Au cours des 4 années du projet OBS, on a réalisé une bonne quinzaine de chantiers écoles et de formations pratiques qui vont depuis la taille de pierre, la restauration de pierre, la restauration de murs en pierre et plus particulièrement certains projets se sont déroulés dans la longueur. C'est-à-dire que plusieurs formations ont été organisées au fort de Charlemont, à Givet, dans le département des Ardennes en France, ce qui a permis de restaurer une petite partie du fort. Donc c'était une ancienne latrine dont certaines pierres avaient été fortement endommagées. Et donc les 3 stages ont permis de vraiment restaurer ce petit ouvrage en pierre bleue. Passer à côté de ces nouveaux outils numériques, notamment les débiteuses et machines 5 axes, c'était passer à côté de la réalité du terrain. Donc, la plupart des tailleurs de pierre maintenant se dirigent vers ces outils, mais hésitent parfois à franchir le pas. Donc on a organisé quelques journées d'information aux outils numériques, ce qui a permis notamment à 3 entreprises locales de franchir le pas et de s'équiper en une machine numérique dont ils sont très contents. Et au-delà de ça, ça a permis à des artisans de mieux connaître des techniques de relevé numérique, que ce soit de la photogrammétrie ou du scan 3D. Les métiers de la pierre souffrent d'un réel déficit d'image et donc l'objectif c'était de briser cette image et de proposer d'autres images vraiment de ces métiers. Il y avait notamment la réalisation de vidéos immersives avec des casques de réalité virtuelle et tout simplement on a organisé plusieurs visites de carrières en activité. Un des outils importants qui a été créé il y a quelques mois maintenant, c'est le mur de l'emploi, c'est-à-dire une partie de cette plateforme numérique qui va toujours rester active après la fin du projet et qui permettra de lister les demandes et les offres d'emploi de part et d'autre de la frontière. Et on se rend compte que vraiment il y a une réelle offre d'emploi qui existe et qui ne demande qu'à être assurée. Et donc voilà pour ce court bilan des activités de formation pour le projet OBS. C'est comme ça, on arrive tout doucement au bout du webinaire. En tout cas, je remercie tous les participants qui ont suivi ce webinaire aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous demanderai de bien vouloir répondre au petit questionnaire qui permet d'évaluer finalement votre satisfaction sur l'organisation de ce webinaire. Et alors, dans le fil de la conversation, vous allez trouver un petit lien qui vous permettra de découvrir une carrière de pierre bleue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de terminer finalement dans l'atelier d'un tailleur de pierre, un artisan tailleur de pierre, Benoît Potel, et vous pourrez vraiment être en immersion à 360 degrés au cœur de son atelier. Voilà, je clôture comme c'est à moi alors de clôturer cette semaine de clôture du projet Objectif Bluestone. Un tout grand merci à tous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous mette en contact avec différents intervenants, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à vous rendre sur le site Objectif Bluestone. Et si vous voulez revoir le webinaire ou différentes vidéos, il y a une page YouTube dédiée au projet. Un grand merci à tous, à bientôt.